Qu'est-ce qui définit une vie? Ses triomphes? Ses amours? Ses actes de bravoure? Ou est-ce cet instant unique, ce choix fait en une fraction de seconde qui annule tout le reste et scelle un destin? L'histoire que vous allez entendre est celle d'un prodige, un épéiste de génie dont le talent n'avait d'égal que l'arrogance. Un homme dont la lame aurait pu défendre une nation, mais dont la fierté a tout détruit. Son nom est Yasuo. Je vous invite à écouter comment une seule décision, un seul devoir abandonné a transformé un héros en devenir en un paria pour l'éternité. Dans les contrées verdoyantes d'Ionia, où la magie danse au gré des saisons, chaque vie était un poème. Mais pour le jeune Yasuo, son poème était une énigme griffonnée à la hâte, une rature dans la calligraphie parfaite de son village. Né d'une mère déjà veuve et d'un père éphémère comme une brise d'été, il portait le stigmate de l'imprudence. Il était un chuchotement, un regard en coin, le fils sans nom. Heureusement, il n'était pas seul. Il avait Yone. Son demi-frère aîné était son opposé parfait. Là où Yasuo était un torrent impétueux, Yone était une rivière calme et profonde. Un jour, alors que le soleil filtrait à travers les feuilles des ginkgos, la cruauté des enfants, pure et tranchante, trouva sa cible. Un garçon plus âgé, le fils d'un marchand respecté, toisa Yasuo avec un mépris hérité de ses parents. « Ta lame ne te servira à rien, fils du vent, tu te bats pour un nom que tu n'as même pas », lança-t-il, un sourire cruel aux lèvres. La provocation était une braise jetée dans la poudrière du cœur de Yasuo. Ses doigts se crispèrent sur le manche en bois de son épée d'entraînement, son souffle se fit court. La raison luttait contre la rage et perdait. « Répète ça !» gronda Yasuo, chaque syllabe un grondement sourd. Avant que le garçon ne puisse répondre, une ombre se projeta sur eux. Yone se tenait là, le visage serein, mais les yeux porteurs d'un avertissement sans équivoque. Il ne dit rien, posant simplement une main sur l'épaule de son jeune frère. Le simple contact suffit à apaiser le début de tempête. Les autres enfants, sentant le moment brisé, se dispersèrent comme une volée de moineaux. Plus tard, alors qu'ils étaient assis au bord d'un ruisseau, le silence n'était pas pesant, mais contemplatif. Yone nettoyait une égratiure sur la joue de Yasuo avec une douceur qui démentait sa discipline martiale. Le cadet, le regard fixé sur son propre reflet troublé dans l'eau, laissa échapper sa frustration. « Pourquoi ne me laisses-tu jamais finir? Il ne respecte que la force, » murmura-t-il. Yone termina son geste avant de répondre, sa voix aussi apaisante que le murmure de l'eau. « Leur opinion est une feuille morte dans le vent, Yasuo. La vraie force n'est pas de la chasser, mais de rester l'arbre, imperturbable. Ta colère est une tempête. Si tu ne la maîtrises pas, elle te déracinera, » dit-il en lui tendant la main. Yasuo la prit. Le cuir usé de la paume de son frère était une promesse de stabilité dans son monde chaotique. En se relevant, ses yeux brillèrent d'une nouvelle détermination, non plus de colère, mais d'ambition. « Alors, je deviendrai l'arbre. J'entrerai à l'école comme toi. Je serai si fort qu'aucun vent ne pourra plus jamais m'atteindre, » déclara Yasuo. Yone lui offrit un sourire teinté de fierté et d'une pointe d'inquiétude, car il savait que le chemin de son frère serait tracé non pas par la patience de l'arbre, mais par la fureur imprévisible du vent lui-même. Un chemin qu'ils pensaient parcourir ensemble sans se douter qu'il les mènerait à leur perte. Fidèle à sa parole, le jour où il eut l'âge requis, Yasuo se présenta aux portes de la plus grande école d'épée du pays, la même où Yone était déjà un élève respecté et admiré. Il se tenait droit, le menton levé, une flamme d'arrogance dans le regard, convaincu que son talent brut suffirait à lui ouvrir la voie que son frère avait tracée avec tant de patience. Les maîtres l'observèrent depuis leur cour intérieure. Ils virent la technique dans sa posture, mais ils sentirent surtout l'impatience, ce feu sauvage qui consume la discipline. La porte s'entr'ouvrit, laissant passer une voix grave et sans appel. « Le talent sans la patience est une rivière sans lit. Elle inonde et détruit au lieu de nourrir. Reviens quand tu auras appris que la première posture d'un épéiste est l'humilité. » lança l'un des maîtres avant que la lourde porte de bois ne se referme avec un bruit sourd et final. Le rejet était total. N'importe quel autre garçon serait parti, le cœur brisé ou bouillant de rage. Mais Yasuo ne fit ni l'un ni l'autre. Il resta là,
immobile, comme s'il n'avait pas entendu. Alors, le ciel, comme pour éprouver sa résolution, se voila de gris et déversa des torrents d'eau froide. La pluie battante trempa ses vêtements, colla ses cheveux noirs à son visage, mais ne parvint pas à éteindre la lueur dans ses yeux. Il attendait. Les heures passèrent. À l'intérieur, la vie de l'école continuait. Les élèves s'entraînaient au sec, les maîtres prenaient le thé. Tous sauf un, l'ancien Souma, le dernier maître de la légendaire et secrète technique du vent, observait le jeune garçon depuis une fenêtre à l'étage. Il voyait ce que les autres refusaient de voir, au-delà de l'arrogance, une volonté inflexible. Un autre instructeur s'approcha de lui, le regard désapprobateur. « Il est têtu, maître. Ce n'est pas de la patience, c'est de l'orgueil pur. Il nous défie !» fit remarquer l'instructeur, secouant la tête. L'ancien Souma ne le regarda pas, ses yeux rivés sur la silhouette solitaire qui se découpait sous le déluge. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « L'orgueil se brise sous une telle pluie, mon ami. La détermination, elle, s'y abreuve. Regarde bien, ce n'est pas un rocher qui défie l'eau, c'est une racine qui cherche désespérément la terre pour y grandir. » répondit doucement le vieil homme. Le soleil commençait à décliner, transformant les flaques d'eau en miroirs de cuivre. Yasuo n'avait pas bougé d'un centimètre, frissonnant de froid, mais droit comme un i. C'est alors qu'un grincement puissant résonna dans le crépuscule. Lentement, la grande porte s'ouvrit, révélant une allée baignée d'une lumière chaude. Yasuo leva la tête, l'eau dégoulinant de son menton, et vit le chemin. Il n'avait pas été pardonné, il avait gagné. Sa première leçon était terminée avant même d'avoir commencé. Une fois la porte franchie, Yasuo ne fut plus le paria trempé par la pluie. Il devint une force de la nature. Chaque élève de l'école avait passé des années à apprendre les katas, à polir sa technique avec une patience de moine. Yasuo, lui, semblait être né avec la connaissance de la lame infuse dans son âme. Sous la tutelle directe de l'ancien Souma, qui l'avait pris comme son unique apprenti, son talent explosa de manière terrifiante. Les autres élèves s'entraînaient à suivre le mouvement. Yasuo, lui, était le mouvement. En quelques mois, il passa du novice à l'égal des élèves les plus avancés. En une année, il les surpassa tous, même son frère Yon, dont la technique était réputée pour sa perfection. Mais là où Yon était une rivière précise et contrôlée, Yasuo était un ouragan. Lors d'un combat d'entraînement, il désarma un élève senior avec une facilité déconcertante, sa lame de bois s'arrêtant à 1 millimètre de la gorge de son adversaire. Ce dernier, le souffle coupé, ne put que murmurer « Comment ? Aucun manuel n'enseigne une telle vitesse ?» balbutia-t-il, les yeux écarquillés par la peur et l'admiration. Yasuo retira sa lame, un sourire arrogant flottant sur ses lèvres, n'offrant aucune chaleur. « Tu penses trop. Le vent, lui, ne pense pas. Il agit. » lança-t-il avant de tourner les talons. Cette maîtrise intuitive de la technique du vent, un art secret que Souma ne lui avait même pas encore formellement enseigné, fascinait et inquiétait le vieil homme. Un soir, dans le jardin de méditation de l'école, Maître Souma regardait Yasuo s'entraîner seul, sa lame traçant des arcs d'argent sous la lune. Il l'appela d'une voix douce. « Yasuo, approche. » Le jeune homme obéit, s'agenouillant devant son maître, mais son énergie était celle d'un lévrier qui attend qu'on lui retire sa laisse. Il sentait la puissance grandir en lui, et il avait soif de plus. « Maître, je suis prêt. Montrez-moi les formes supérieures, la tempête d'acier. Je peux la maîtriser. » demanda-t-il, son ambition à peine voilée par le respect. L'ancien Souma ne répondit pas tout de suite. Il prit une feuille tombée d'un arable et la laissa glisser de sa paume. Le vent la fit tournoyer doucement avant de la déposer au sol, sans un bruit. « La lame la plus acérée n'est pas celle qui coupe le plus vite, Yasuo. C'est celle qui sait quand ne pas être dégainée. Tu as appris à commander au vent, mais tu ne l'as pas encore écouté. Il a plus à t'apprendre sur le calme que sur la tempête. » dit le maître, ses yeux profonds fixés sur son élève. Mais il vit dans le regard de Yasuo que ses paroles étaient comme des graines jetées sur du marbre. Le jeune épéiste entendait la leçon, mais ne la comprenait pas. Son cœur battait au rythme du combat, pas de la méditation. Il était devenu une arme magnifique, une lame vivante capable de danser avec le vent. Mais une arme sans conscience est un danger pour tous, et surtout pour celui qui la manie. La frustration de Maître Souma ne passa pas inaperçue aux yeux de Yon. Il observait son jeune frère, ce prodige incandescent qui brûlait les étapes avec une grâce insolente, et il voyait la fierté se transformer en un poison lent.
L'arrogance était devenue une armure, si épaisse que même les paroles du plus sage des maîtres ne pouvaient la percer. Yon savait qu'une seule lame pouvait encore atteindre le cœur de Yasuo, la sienne. Un matin, alors que Yasuo s'entraînait seul, sa lame de bois fendant l'air avec des sifflements de vent, Yon s'approcha, son propre bokken à la main. « Ta forme est impressionnante, petit frère, mais elle est vide. » déclara Yon, sa voix dénuée de toute provocation, n'exprimant qu'un simple constat. Yasuo s'arrêta net, se retournant avec un éclair d'agacement dans les yeux. Le doute venant de son frère était la seule critique qu'il ne pouvait balayer d'un revers de main. « Vide ? J'ai vaincu tous les élèves de cette école, toi y compris. » rétorqua Yasuo, une pointe de défi dans la voix. Yon secoua doucement la tête, se mettant en garde. « Tu les as battus, tu ne les as pas vaincus. Montre-moi. Montre-moi comment le vent que tu commandes peut renverser un simple arbre, » dit-il. Le duel commença sans autre mot. Ce fut une danse de contrastes. Yasuo était une tempête, ses mouvements rapides, imprévisibles, chaque coup accompagné d'une rafale de vent invisible qui déstabilisait et harcelait. Yon, lui, était l'arbre, ancré, patient, sa lame ne bougeant que pour dévier, parer, attendre. Exaspéré par cette défense passive, Yasuo décida d'en finir. Il canalisa sa concentration, préparant une fente si rapide qu'elle semblait déchirer l'air lui-même. Mais Yon, qui avait vu cette étincelle dans les yeux de son frère des milliers de fois, l'anticipa. Au lieu de reculer, il fit un pas en avant, non pas dans la tempête, mais dans son œil. D'un mouvement simple, presque académique, il pivota, crochetant le poignet de Yasuo et le désarmant. Le bokken de Yasuo vola dans les airs avant de retomber au sol avec un bruit mat. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel choc d'acier. « Comment ? Tu n'as... » « C'était une simple parade, » murmura Yasuo, regardant sa main vide, puis son frère, son orgueil se brisant comme du verre. Yon ne savoura pas sa victoire. Il se pencha pour ramasser quelque chose près de ses pieds. C'était une simple graine d'érable, celle qu'il tenait dans sa main pendant tout le combat. « Je n'ai pas combattu ta tempête, Yasuo. J'ai attendu qu'elle passe. Ta force est immense, mais sans but, elle n'est qu'un chaos qui s'épuise. Ceci, dit Yon en lui tendant la graine, a plus de force que ta tornade, car elle sait ce qu'elle doit devenir. Elle ne se bat pas contre le vent, elle utilise le vent pour trouver une terre où prendre racine. Maître Suma ne voit pas en toi une arme, mais un gardien. Ta lame n'est pas faite pour la gloire, mais pour protéger. C'est ça le but qui te manque. » Les mots de son frère, portés par cet acte d'humilité forcée, accomplirent ce que des mois de leçons n'avaient pu faire. Yasuo regarda la petite graine dans sa main et, pour la première fois, il comprit. Le soir même, il se présenta devant l'ancien Suma, non plus comme un élève impatient, mais comme un homme prêt à accepter son devoir. Il s'agenouilla et prononça les mots qui scelleraient leur destin. « Je suis prêt, maître, ma lame est vôtre, je jure de vous protéger au péril de ma vie, » déclara-t-il. L'ancien Suma accepta son serment avec un sourire triste, car il savait que les serments les plus forts sont aussi les plus tragiques à briser. En acceptant son honneur, Yasuo venait, sans le savoir, de poser la première pierre sur le chemin de son déshonneur. Le serment de Yasuo fut forgé dans l'humilité, mais il allait être éprouvé par le feu de l'orgueil. Peu de temps après qu'il soit devenu le gardien de l'ancien Suma, un vent mauvais se leva depuis l'ouest. Un vent de fer, de sang et de conquête. Les bannières carmin de l'empire de Noxus flottaient désormais sur les côtes ioniennes. La guerre, que les maîtres avaient tant redoutée, était arrivée. D'abord, ce ne fut qu'un murmure, une rumeur portée par des marchands au visage blême. Puis le bruit se fit plus proche, le son lointain des tambours de guerre, un grondement sourd et incessant qui semblait faire vibrer la terre elle-même. Le sanctuaire de l'école, autrefois un havre de paix, devint une cage dorée. Les élèves, jeunes et fougueux, parlaient avec fébrilité des combats. Chaque jour, des nouvelles, souvent contradictoires et empreintes de panique, parvenaient jusqu'à eux. Un village avait tenu bon, une milice avait été anéantie. Les légendaires danseurs-lames affrontaient les légions noxiennes au col du Messager. Pour Yasuo, chaque récit était une torture. Il entendait parler de bravoure, de sacrifice, de gloire, et lui, le plus talentueux de tous, était confiné à veiller sur un vieil homme. Une après-midi, alors qu'il montait la garde à l'extérieur des quartiers de Suma, Yon le rejoignit. Le visage de son frère était grave,
J'ai vu ton regard pendant l'entraînement, Yasuo. Ta lame est ici, mais ton esprit est sur les champs de bataille, constata Yon, sa voix basse. Yasuo serra les poings, son regard fixé sur l'horizon, comme s'il pouvait voir les incendies au-delà des montagnes. Ils se battent pour notre terre, Yon, et moi je suis ici à jouer les sentinelles. Mon talent se flétrit dans l'inaction. Une seule lame comme la mienne pourrait renverser le cours d'une escarmouche, sauver des vies. S'emporta-t-il, sa voix un murmure chargé de passion contenue. Yon posa une main sur son épaule, un geste familier, mais qui cette fois semblait plus lourd. Ta lame protège la plus grande de nos vies. Maître Suma est le dernier à maîtriser les anciennes techniques du vent. Il est le cœur de notre héritage. Le protéger est notre façon de combattre. C'est le plus grand des honneurs, répondit Yon, sa logique implacable. Yasuo ne dit rien, mais son silence était un cri de protestation. L'honneur, il avait juré de le défendre, mais l'honneur qu'il désirait ardemment se trouvait là où l'acier rencontrait l'acier, là où le sang scellait les légendes. Il se sentait comme un loup en cage, écoutant l'appel de la meute au loin, sa nature profonde hurlant contre les barreaux de son devoir. Chaque jour, la pression montait. Chaque nouvelle de défaite ionienne était un coup de marteau sur la chaîne de son serment. Et Yasuo sentait, avec une certitude terrifiante, que cette chaîne était sur le point de se briser. La chaîne, forgée dans l'humilité et la promesse, ne pouvait résister à la tension infinie de l'orgueil. Le moment fatidique arriva par une après-midi où le ciel était d'un bleu trompeur. Le grondement lointain des tambours noxiens s'était tu, remplacé par quelque chose de bien pire, le son proche et frénétique d'une bataille acharnée. Un petit contingent ionien, pris en embuscade, se battait pour sa survie dans une vallée voisine, si près que les échos du carnage parvenaient jusqu'au mur de l'école. Yasuo montait la garde, mais il n'était plus qu'une statue vide. Son corps était devant la porte de Maître Suma, mais son esprit, son âme, était dans cette vallée, vibrant à chaque choc d'acier. Chaque cri de douleur ionien était une accusation. Chaque silence qui suivait un hurlement était le poids d'une vie qu'il aurait pu sauver. Il faisait les 100 pas, sa main crispée sur la garde de son katana, les jointures blanches. Le conflit intérieur faisait rage en lui, plus violent que la bataille elle-même. Son serment contre son instinct, l'honneur du devoir contre l'honneur du combat. Il s'arrêta, le regard fixé sur la porte en bois laqué. Derrière elle, le plus grand trésor de sa nation méditait, protégé par le silence et l'isolement. Mais au-delà des murs, sa nation saignait. La décision se cristallisa dans ses yeux, non comme un choix, mais comme une évidence insupportable. Il meurt là, si près. Maître Suma est en sécurité ici, au cœur de notre forteresse. Ma lame peut faire la différence. Le plus grand déshonneur serait de ne rien faire, murmura-t-il pour lui-même, chaque mot étant une justification pour l'acte qu'il s'apprêtait à commettre. Il tordait la notion d'honneur pour la plier à sa volonté, à sa soif d'action. Il jeta un dernier regard à la porte de son maître. Ce ne fut pas un regard d'adieu, mais celui d'un homme qui se promettait de revenir, couvert de la gloire d'avoir sauvé ses frères d'armes, une promesse faite à lui-même, bâtie sur un serment brisé. Sans plus hésiter, il dégaina sa lame. Le reflet du soleil sur l'acier poli fut le seul témoin de sa trahison. Il ne fuyait pas son devoir, il courait vers ce qu'il croyait être un devoir plus grand. Il s'élança à travers les cours de l'école, un éclair de détermination sombre, ignorant les regards interloqués des quelques élèves qui le virent passer. Il se précipita vers le son du combat, le vent sifflant à ses oreilles comme un présage. Il abandonnait un vieil homme pour sauver une poignée de soldats. Il ne savait pas encore qu'en faisant ce choix, il ne sauverait personne et condamnerait l'homme qu'il avait juré de protéger. La route vers la gloire qu'il pensait emprunter le menait tout droit vers une damnation éternelle. Le retour de Yasuo fut celui d'un héros, du moins dans son propre esprit. Le vent qui l'avait accompagné au combat semblait maintenant chanter sa gloire. Sa lame, un éclair d'argent, avait dansé au cœur de la mêlée, et chaque mouvement avait été décisif. Les Noxiens, surpris par cette furie solitaire, avaient fléchi. Le contingent ionien, au bord de la déroute, avait trouvé un second souffle. Il avait fait la différence, il avait eu raison. Une bouffée d'orgueil, chaude et enivrante, gonflait sa poitrine.
Il rentrait non pas comme un déserteur, mais comme un sauveur. Mais à mesure qu'il approchait des murs familiers de l'école, le silence devint anormal, oppressant. L'écho de la bataille s'était tu, mais il n'était pas remplacé par le calme habituel du soir. Il n'y avait pas le son des élèves partageant leur repas, ni le chant des grillons, ni même le murmure du vent dans les bambous. Tout était figé, suspendu dans une attente glaciale. Une première pointe d'inquiétude, froide et acérée, perça le voile de sa suffisance. Il accéléra le pas, son cœur battant soudain pour une autre raison que l'ivresse du combat. Il arriva devant les quartiers de son maître. La porte, habituellement close et gardée, était entr'ouverte. Elle bâillait dans l'obscurité grandissante comme une bouche muette. « Maître » appela-t-il, mais le seul son fut celui de sa propre voix, dévorée par le silence. Il poussa la porte. Le chaos. Des parchemins jonchaient le sol comme des feuilles mortes. Une table basse était renversée, sa théière brisée en 1000 morceaux. Une lutte avait eu lieu. Et au milieu de ce désordre, baignant dans la lumière blafarde de la lune qui filtrait par la fenêtre, gisait le corps de l'ancien Suma. Les yeux de Yasuo s'écarquillèrent. Son souffle se brisa dans sa gorge. « Ah !» Il se précipita aux côtés de son maître, tombant à genoux. Le vieil homme était inerte, une expression de surprise et de tristesse gravée à jamais sur son visage. Il n'y avait pas de sang, juste une marque sur sa poitrine, là où le coup fatal avait été porté. Yasuo, l'expert, l'épéiste prodige, reconnut la signature du coup. Ce n'était pas une lame ordinaire, c'était la marque d'une technique du vent, une frappe si pure et si concentrée qu'elle avait arrêté le cœur, sans même déchirer la tunique. Une technique que personne, dans toute Lyonie, n'était censé connaître. Personne, à part lui. Non. Non, ce n'est pas... Comment est-ce possible ? Murmura-t-il, son esprit refusant de comprendre. C'est à cet instant précis que des ombres se découpèrent dans l'encadrement de la porte. Des élèves, des maîtres. Yon. Ils étaient là, leur visage passant de l'inquiétude à l'horreur, puis à une certitude glaciale en voyant la scène. Yasuo, l'élève arrogant et impatient, Yasuo qui venait d'abandonner son poste, Yasuo, le seul autre praticien de la technique du vent, à genoux, son sabre dégainé au-dessus du corps de leur maître assassiné. Le premier mot fut prononcé par l'un des maîtres, un mot lourd et tranchant comme une hache de bourreau. « Toi !» Yasuo leva la tête, voyant son reflet dans leurs yeux. Il vit la condamnation, l'absence totale de doute. Le héros autoproclamé venait de trouver son public, non pas pour recevoir des lauriers, mais pour être jugé. Dans le silence du sanctuaire profané, son triomphe s'était tranché dans la plus amère des cendres. Il était coupable. L'univers entier venait de le déclarer coupable. Le mot tomba dans le silence comme une pierre dans un lac gelé, brisant la surface de l'incrédulité de Yasuo et le plongeant dans les eaux glaciales de la réalité. Autour de lui, les visages de ses frères d'armes, de ses amis, s'étaient transformés en masques de jugement. Leur chagrin pour le maître s'était mué en une fureur froide et vertueuse dirigée contre lui. La logique était simple, brutale et sans appel. Un seul homme avait abandonné son poste, et cet homme était le seul autre à connaître la technique qui avait tué. Il tenta de se défendre, sa voix un fil fragile face à un mur de certitude. « Ce n'est pas moi! Vous devez me croire! Je l'ai trouvé comme ça en revenant !» cria-t-il, se relevant, ses mains ouvertes en un geste d'impuissance. Ses paroles se perdirent, étouffées par la rage collective. « Menteur! Ton arrogance a finalement coûté la vie à celui qui t'a tout donné. Prenez-le !» ordonna un des maîtres, sa main se posant sur la garde de son katana. C'était le signal. Les lames furent dégainées, non plus pour l'entraînement, mais pour la justice, ou ce qu'il croyait être la justice. Yasuo recula, son esprit tourbillonnant. Se rendre, c'était accepter une exécution pour un crime qu'il n'avait pas commis, une mort déshonorable. La seule autre option était impensable. Combattre. Combattre ses propres frères. La première lame fendit l'air. Instinctivement, Yasuo para, le choc de l'acier résonnant comme un glas dans la pièce silencieuse. Il ne se battait pas pour tuer, il se battait pour survivre. Sa lame devint une extension de sa panique, un instrument de défense désespéré. Il parait, esquivait, utilisait la paume de sa main pour repousser, le plat de sa lame pour désarmer. Il était plus rapide, plus doué,
Mais ils étaient nombreux, animés par une conviction de fer. Il se fraya un chemin hors de la chambre, dans la cour maintenant illuminée par des torches brandies comme des armes. C'est là qu'il le vit. Yone, immobile, au milieu de la fureur, son visage une toile de douleur et de conflit. Leurs yeux se croisèrent. Dans le regard de Yasuo, il y avait un dernier appel muet, une supplique fraternelle. La réponse de Yone fut de dégainer sa propre lame. Ce fut le coup le plus cruel. Le monde de Yasuo s'effondra. « Yone, toi aussi ?» souffla Yasuo, et à cet instant, il sut qu'il était seul. Absolument seul. Toute hésitation le quitta, remplacée par la froide nécessité de la fuite. S'il devait être condamné par ceux qu'il aimait, alors il trouverait la vérité seul. Il cessa de simplement se défendre. D'un geste ample, il libéra une rafale de vent, non pour blesser, mais pour repousser, créant une ouverture, un instant de chaos dans leur rang. Il s'y engouffra. « Arrêtez-le! Ne le laissez pas s'échapper! Traître !» hurla une voix derrière lui, mais Yasuo ne se retourna pas. Il courait, sautant par-dessus le mur d'enceinte de l'école qui avait été son foyer et sa prison. Il atterrit dans les ténèbres de la forêt, chaque pas l'éloignant de tout ce qu'il avait connu. Pour prouver son innocence, il venait de verser le sang de ses camarades sur le sol de son école. Aux yeux du monde, il n'avait pas seulement confirmé sa culpabilité, il l'avait scellée dans le sang. La fuite de Yasuo laissa derrière lui une blessure béante au cœur de l'école. Le chaos de la poursuite fit place à un silence de mort, uniquement troublé par les pleurs étouffés et les murmures horrifiés. Le corps de l'ancien Suma fut emporté avec une solennité brisée par la colère. Dans la grande salle, éclairée par la lueur vacillante des torches qui projetaient des ombres dansantes comme des spectres accusateurs, les maîtres restants se réunirent. Au milieu d'eux se tenait Yon, immobile, son visage un masque de marbre cachant à peine les fissures de son âme. Le débat fut court, la conclusion unanime. Un des anciens, le visage durci par le chagrin, se tourna vers lui. « Il a trahi notre confiance, assassiné son maître et levé la main sur ses frères. Il a renié tout ce que nous sommes. Il doit être traduit en justice, » déclara le maître. Chaque mot était une pierre jetée dans le gouffre qui venait de s'ouvrir entre les deux frères. Puis, le silence se fit, et tous les regards convergèrent vers Yon. L'ironie était d'une cruauté absolue. Lui, qui avait toujours été le protecteur de Yasuo, son bouclier contre le monde, était maintenant désigné pour devenir son chasseur. Il ferma les yeux, un instant seulement, mais dans cette obscurité, des années de souvenirs défilèrent. La défense de son petit frère dans la cour de l'école, la fierté qu'il avait ressentie en le voyant maîtriser le vent, le partage d'une graine d'érable. Comment ce garçon pouvait-il être devenu ce monstre? Une infime partie de lui refusait de le croire, un murmure d'amour fraternel qui luttait contre la montagne écrasante d'épreuves. Mais le devoir était une lame froide contre sa gorge. Il est le seul qui puisse rivaliser avec sa vitesse, le seul qui connaisse sa façon de penser. C'est ton fardeau, c'est ton devoir, prononça le maître, sa voix ne laissant aucune place au refus. Yon rouvrit les yeux. Le conflit qui faisait rage en lui s'était éteint, remplacé par une résolution glaciale. Il n'y avait plus de choix, il y avait seulement l'honneur, et l'honneur exigeait réparation. « Je le retrouverai », dit-il, et sa propre voix lui parut étrangère. Ce n'était pas la promesse d'un frère allant chercher l'autre, mais le serment d'un chasseur partant traquer sa proie. Le lendemain, à l'aube, alors qu'une brume froide s'accrochait encore au sol comme un linceul, Yon quitta l'école. Il ne prit que sa lame et le strict nécessaire. Il ne se retourna pas. Chaque pas sur la route était un pas qui l'éloignait de son passé et le rapprochait de la confrontation la plus terrible de sa vie. Il ne partait pas à la poursuite d'un assassin, il partait à la poursuite du spectre de son frère, avec la terrible certitude qu'un seul d'entre eux reviendrait de ce voyage. Des semaines se transformèrent en mois. Yasuo errait, un spectre hantant les routes reculées d'Ionia. Il n'était plus un prodige, juste un fugitif. Chaque bruissement de feuilles était un poursuivant, chaque visage amical un piège potentiel. Il avait affronté et vaincu d'anciens camarades, chaque duel laissant une nouvelle cicatrice sur son âme.
Il ne se battait plus pour la gloire ou la survie, mais pour une parcelle de vérité de plus en plus insaisissable. Un jour, alors qu'une pluie fine et persistante tombait d'un ciel couleur de cendre, il sentit une présence familière, précise, qui glaça le sang dans ses veines. Il s'arrêta au milieu d'une plaine dévastée, jonchée des vestiges d'une ancienne bataille. Il n'essaya pas de fuir. Il se retourna lentement et attendit. La silhouette qui émergea de la brume était celle qu'il redoutait le plus. Yon. Il n'y avait aucune trace de haine sur le visage de son frère, seulement une immense lassitude et un chagrin profond, aussi vaste que le ciel gris au-dessus d'eux. La pluie dessinait des sillons sur ses joues, se mêlant à des larmes qu'il ne versait pas. Le silence entre eux était un abîme. Yasuo le brisa le premier, sa voix un murmure rauque, chargé de tous les espoirs et désespoirs du monde. « Yon, écoute-moi, juste une fois. Je jure sur la mémoire de notre mère que je n'ai pas tué Maître Suma, supplia-t-il, un dernier appel jeté à travers le gouffre. Yon secoua la tête, une lente négation qui anéantit le dernier vestige d'espoir de Yasuo. Les preuves sont accablantes, Yasuo. Ton poste abandonné, le fait que tu sois le seul autre à maîtriser cette technique, et le sang de nos frères, le sang que tu as versé pour t'échapper crie ta culpabilité plus fort que n'importe quelle parole, dit Yon. Chaque mot une sentence. Il dégaina sa lame, son mouvement fluide et parfait, même sous la pluie battante. Yasuo, voyant que les mots étaient morts, sortit à son tour son katana. Le son de l'acier quittant le fourreau fut le seul adieu. Alors, qu'il en soit ainsi, murmura Yasuo. Le duel commença. Ce ne fut pas un combat entre deux ennemis, mais une conversation tragique entre deux âmes brisées, où chaque parade était une question et chaque estoc une réponse pleine de douleur. Ils se connaissaient par cœur. Yasuo, la tempête imprévisible, ses mouvements alimentés par le vent et le désespoir. Yon, le roc immuable, sa technique pure, précise, chaque mouvement une leçon de discipline. La lame de Yon était une cage d'acier, cherchant à contenir la fureur de son frère. La lame de Yasuo était un vent déchaîné, cherchant une fissure dans le roc. Ils dansèrent leur danse mortelle sous un ciel en pleurs, leurs lames chantant une complainte funèbre. Mais dans ce tourbillon d'acier et de chagrin, il y eut une fraction de seconde où le roc, usé par la tempête, hésita. Un instant fugace où l'amour fraternel lutta contre le devoir. Yasuo, guidé par l'instinct pur de la survie, ne manqua pas cette ouverture. Sa lame changea de trajectoire, imprévisible comme un coup de vent, et trouva son chemin. Le temps sembla s'arrêter. Le choc de l'acier ne fut pas le fracas attendu d'une lame contre une armure, mais un son mat, humide, presque doux. Un son qui n'avait pas sa place dans un duel. La lame de Yasuo avait trouvé la faille, non pas dans la garde de Yone, mais dans son corps. Un instant, les deux frères restèrent immobiles, figés dans une pose tragique sous la pluie battante. Les yeux de Yone n'exprimaient pas la douleur, mais une surprise choquée, comme s'il ne comprenait pas la trahison de son propre corps. Puis, une fleur de sang d'un rouge sombre s'épanouit lentement sur sa tunique. La lame de Yasuo lui glissa des doigts, tombant dans la boue avec un bruit dérisoire. L'expression de triomphe désespéré sur son visage s'effaça pour laisser place à une horreur absolue. Il se précipita en avant, attrapant son frère avant qu'il ne s'effondre complètement. « Yone, non, 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 non !» murmura-t-il, sa voix se brisant alors qu'il le soutenait, le faisant glisser doucement jusqu'au sol détrempé. Il pressa ses mains sur la blessure, comme si la chaleur de ses paumes pouvait inverser l'acier, remonter le temps de quelques secondes. Yone eut un faible soubresaut, et un filet de sang perla au coin de ses lèvres. Il essaya de parler, sa voix un râle difficile. « La technique du vent », haleta-t-il. Yasuo le regarda, les larmes se mêlant à la pluie sur son visage, ne comprenant pas. « Non, ne parle pas, garde tes forces, je vais... » commença Yasuo, mais Yone l'interrompit en posant une main faible sur son bras. Son regard, qui commençait à se voiler, était clair pour la première fois depuis des mois. Dans le feu de leur duel, il avait vu la vérité. Il avait vu la danse du vent de son frère, il l'avait senti et il avait su. Ce n'était pas la tienne. La technique qui a tué le maître, elle était différente. Comment ai-je pu être si aveugle ? Murmura Yone, chaque mot une confession et une absolution. Le monde de Yasuo bascula une seconde fois. L'innocence. Son frère la lui accordait au moment même où il la lui arrachait pour toujours.
Yone le regarda une dernière fois, une lueur de l'ancien amour fraternel brillant faiblement dans ses yeux. Puis, sa main glissa du bras de Yasuo, et sa tête retomba sur le côté. Il était parti. Yasuo resta là, au milieu de la plaine dévastée, le corps sans vie de son frère dans ses bras, le ciel pleurant sur eux. La vérité qu'il cherchait tant venait de lui être offerte. Une vérité qui ne servait plus à rien. Une vérité achetée au prix de la seule personne au monde qui aurait pu la croire. Il avait tué son unique frère pour prouver une innocence que ce même frère venait de lui accorder dans son dernier souffle. La pluie cessa, comme si le ciel lui-même, épuisé par son chagrin, n'avait plus de larmes à verser. Dans le silence boueux de la plaine, Yasuo resta prostré, le corps de son frère devenant froid dans ses bras. Le monde s'était vidé de tout son sens. La vérité, ce but sacré qu'il avait fait courir, se battre et survivre, était devenu son poison. Il l'avait obtenue, enfin, et elle avait le goût des cendres et du sang fraternel. Avec une lenteur infinie, il déposa Yone sur le sol. Il n'y avait pas de pelle. Il n'y avait rien d'autre que la boue et ses mains. Il creusa. Des heures durant, ses doigts écorchés et saignants griffèrent la terre humide, arrachant la tourbe et les pierres. Chaque mouvement était une pénitence, chaque égratignure un rappel de la blessure mortelle qu'il avait infligée. Quand la tombe fut assez profonde, il y déposa son frère avec une douceur qui contrastait violemment avec la fureur de leur duel. Il ne fit aucune prière. Les dieux l'avaient abandonné, ou peut-être était-ce lui qui les avait abandonnés depuis longtemps. Sur la terre fraîchement retournée, il planta le katana de Yone, un monument solitaire pour un honneur qui lui semblait désormais absurde. Puis, il se mit à marcher, sans but, sans direction. Innocent, le mot résonnait dans le vide de son crâne, non pas comme une libération, mais comme la plus cruelle des moqueries. Innocenté par la seule personne qui l'avait tué, lavé d'un crime en commettant un de bien plus sombre, celui de fratricide. Un titre qu'aucun vent, aucune vérité ne pourrait jamais effacer. Le vent, autrefois son allié, son arme et son confident, était devenu son bourreau. Chaque rafale semblait murmurer un nom. Yone, Yone, Yone. Son errance le mena de village en village, une ombre fuyante cherchant l'oubli. Les tavernes devinrent ses seuls sanctuaires, le fond d'une bouteille d'alcool de riz son seul refuge. Assis dans un coin sombre, le visage caché sous un large chapeau de paille, il buvait. Il buvait pour faire taire les voix, pour noyer les visages qui le hantaient dans ses rêves éveillés, le regard déçu de Maître Souma et, pire encore, le regard surpris et aimant de Yone dans son dernier souffle. Un soir, un mercenaire à la recherche d'une prime facile le reconnut et s'approcha de sa table. « On dirait bien que j'ai trouvé l'assassin de l'ancien Souma. Ta tête vaut une fortune, mon garçon », lança le chasseur de primes, un sourire carnassier aux lèvres. Yasuo ne leva même pas la tête. Il fixa le fond de sa coupe, la remplit à nouveau, puis en remplit une seconde. « Prends un verre. Le premier est pour un maître assassiné. Le second est pour son frère qui l'a vengé en tuant un innocent. » Il y avait une telle misère, un tel dégoût de soi dans sa voix, que le mercenaire hésita une seconde. Ce fut une seconde de trop. Dans un mouvement flou, Yasuo projeta le contenu de la seconde coupe au visage de l'homme, et avant même que ce dernier ne puisse réagir, la garde de son sabre le frappa à la tempe, l'envoyant s'écrouler sur le sol poisseux. Et le troisième, et pour moi, finit-il en vidant sa propre coupe. Il n'était plus un homme. Il était un fantôme poussé par le vent, hanté par deux morts, celle d'un maître qu'il n'avait pas protégé et celle d'un frère qu'il avait assassiné. La vérité l'avait libéré de ses chaînes pour le jeter dans une prison sans mur, une errance sans fin sur la route de la culpabilité. Les saisons passèrent sur Yasuo comme des vagues sur un rocher, l'érodant lentement, emportant des morceaux de son humanité à chaque marée. Son monde s'était rétréci aux dimensions d'une coupe d'alcool et au fond sombre d'une taverne anonyme. Il marchait le jour, hanté par le soleil qui lui rappelait le monde vivant qu'il avait quitté, et buvait la nuit, cherchant un sommeil sans rêve que l'ivresse offrait rarement. La culpabilité était son unique compagne, une ombre fidèle qui ne le quittait jamais.
Un soir, dans un relais poussiéreux, près de la frontière, alors qu'il fixait le liquide ambré dans sa coupe, une conversation parvint à percer le brouillard de son apathie. Deux anciens miliciens, leurs visages marqués par les horreurs de la guerre contre Noxus, partageaient une cruche de vin. « Tu te souviens de cette histoire, près du monastère de Souma, le jour où le vieil homme a été tué? On nous a dit que c'était son propre élève. » commença le plus âgé, sa voix rauque. L'autre, plus jeune, hocha vivement la tête, ses yeux s'animant. « Bien sûr, mais j'ai entendu autre chose, une rumeur bien plus étrange. Mon sergent, qui était dans la vallée ce jour-là, a raconté qu'il y avait une Noxienne avec eux, une déserteuse. » Yasuo ne releva pas la tête, mais il cessa de boire. Ses doigts se resserrèrent sur sa coupe. « Une Noxienne? Et alors, la guerre en était pleine » grommela le vétéran. Le plus jeune se pencha en avant, sa voix devenant un murmure intense. Pas comme elle. Elle portait une lame énorme, brisée, et le sergent a juré sur sa vie que lorsqu'elle s'est battue, sa technique, elle dégageait des rafales de vent, assez puissantes pour couper un homme en deux. Il a dit que le massacre s'est terminé quand elle a libéré une déflagration, et c'est peu après qu'on a trouvé le maître mort, tué par une technique de vent. Vent. Le mot frappa Yasuo comme un coup de poing. Le brouillard d'alcool dans son esprit se déchira, balayé par une rafale glaciale de clarté. Une Noxienne, une lame brisée, une technique de vent. Les pièces du puzzle, éparpillées depuis des années, commencèrent à s'assembler avec une vitesse vertigineuse. Ce n'était pas lui, il le savait, mais pour la première fois, il avait une piste, un visage à mettre sur le fantôme qui avait détruit sa vie. Il se leva, sa chaise raclant bruyamment sur le sol. Les deux soldats se turent, le regardant avec méfiance. Le visage de Yasuo, émacié et barbu, était celui d'un homme qui venait de se réveiller d'un long cauchemar pour découvrir un autre, bien plus réel. « Cette femme, cette Noxienne, où puis-je la trouver ?» demanda-t-il, sa voix n'ayant plus rien de l'ivrogne pathétique. Elle redevint celle de l'épéiste, précise et tranchante. Pour la première fois depuis qu'il avait enterré son frère, un but venait de naître dans son cœur. Ce n'était pas l'espoir du pardon ou de la rédemption, c'était la promesse froide et sombre de la vengeance. Il avait enfin un nom à chasser. Et le vent, qui avait si longtemps murmuré le nom de son frère, semblait maintenant le pousser dans une nouvelle direction. La quête de Yasuo était devenue une chasse froide et méthodique. Le vent n'était plus un murmure de culpabilité, mais un limier qui le guidait sur la piste de l'exilée Noxienne. Cette piste le mena loin des forêts luxuriantes d'Ionia, vers les montagnes arides et déchiquetées du nord, une région encore balafrée par les blessures de la guerre. Les rochers nus et les pics acérés semblaient être les os brisés de la terre elle-même. C'est dans ce paysage désolé qu'il sentit quelque chose d'inhabituel. Un tremblement. Pas celui d'un glissement de terrain naturel, mais quelque chose de plus rythmé, de plus vivant. La prudence, affûtée par des années de fuite, prit le dessus. Il ralentit sa marche, sa main se posant instinctivement sur la garde de son katana. Le sol trembla à nouveau, plus fort cette fois. Des caillots dévalèrent la pente devant lui. Le son n'était pas celui d'une explosion, mais celui d'une immense pression, d'une force brute qui luttait pour se libérer. Poussé par la curiosité et une méfiance de tous les instants, il escalada une crête et regarda en contrebas. La scène était surréaliste. Au milieu d'un petit canyon, une jeune femme était à genoux, les mains pressées contre le sol rocailleux. Elle portait les vêtements colorés des nomades du désert de Shurima, un oiseau étranger dans ce paysage ionien. Autour d'elle, la terre elle-même était en révolte. Des piliers de roches sortaient du sol de manière chaotique. Des rochers de la taille d'un homme lévitaient et tremblaient en l'air, menaçant de s'écraser à tout moment. La jeune femme, elle, était en larmes, un mélange de frustration et de peur sur son visage. « Arrêtez, je vous en prie, arrêtez, je ne voulais pas !» sanglotait-elle, non pas à quelqu'un, mais à la terre elle-même. Yasuo la regarda, et pour la première fois depuis la mort de Yon, il ressentit autre chose que la colère ou le vide. Il vit un miroir déformé de sa propre jeunesse. Cette puissance brute et incontrôlable, cette force de la nature qui refusait d'obéir, cette frustration face à un don qui ressemblait plus à une malédiction. Il se revit, jeune et arrogant, persuadé de pouvoir commander au vent avant même de l'avoir écouté. Il entendit la voix lointaine de Maître Souma. Le talent sans la patience est une rivière sans lit. Devant lui se tenait une rivière sur le point de tout inonder. L'envie de tourner les talons, de continuer sa propre quête fut forte, mais le fantôme du garçon qu'il avait été le retint.
Il descendit la pente, ses pas faisant crisser le gravier. La jeune nomade Talia leva la tête, ses yeux de biche écarquillés par la peur en voyant cet étranger barbu s'approcher, une longue lame à son côté. « N'approchez pas, je ne contrôle rien !» cria-t-elle, et en réponse à sa panique, une nouvelle vague de rochers s'éleva du sol. Yasuo s'arrêta, mais il ne dégaina pas. Il se contenta de la regarder, son expression lasse et usée par les épreuves. Crier sur une montagne ne l'a jamais fait bouger. Tu essaies de la retenir, c'est pour ça qu'elle te combat, lança-t-il, sa voix rauque portant sans effort dans le canyon. La jeune nomade, Talia, le fixa, surprise par ses paroles. Ce n'était pas un cri de guerre, ni une menace, c'était un constat. Un conseil inattendu venu d'un homme qui, d'une certaine manière, semblait comprendre la tempête qui faisait rager en elle. Pour la première fois, la quête de vengeance de Yasuo venait de croiser un chemin qu'il n'avait jamais eu l'intention d'emprunter. Talia ne bougea pas, ses grands yeux de nomade fixés sur l'étranger. Les hommes armés qu'elle avait croisés jusqu'ici étaient des menaces, des prédateurs. Mais celui-ci, il y avait une lassitude en lui, une tristesse si profonde qu'elle semblait avoir éteint toute malveillance. Il n'avait pas peur de la terre qui grondait autour d'elle. Il avait l'air habitué au chaos. « Qui êtes-vous? Et pourquoi ne fuyez-vous pas? Tout le monde fuit !» demanda-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Yasuo eut un grognement qui pouvait passer pour un rire amer. Il s'avança encore de quelques pas, ignorant un rocher qui tremblait dangereusement à sa gauche. « Mon nom ne change rien à la pierre, et fuir ne m'a jamais rien apporté. Ton pouvoir est un oiseau sauvage dans une cage de ta propre peur. Plus tu resserres les barreaux, plus il se débat violemment pour sortir, » dit-il, ses yeux se posant sur les rochers en lévitation. Talia secoua la tête, des larmes de frustration perlant à nouveau dans ses yeux. « Mais si je le laisse faire, il détruit tout, je ne peux pas !» s'écria-t-elle. Yasuo s'arrêta enfin, la fixant avec une intensité qui la fit taire. « Alors ne le laisse pas faire, ordonne-lui. Au lieu de penser ne pas détruire, pense à construire. » Il pointa une paroi de canyon effondrée de l'autre côté du petit canyon. « Vois ce chaos. Maintenant, vois un chemin. Une seule ligne droite de pierre flatte. Ne pense à rien d'autre. Pas à la montagne, pas aux rochers qui volent. Juste au chemin. Essaye. » Hésitante, Talia ferma les yeux. Elle essaya de suivre le conseil de l'étranger. Elle visualisait le chemin. Mais la peur reprit le dessus. Le sol se mit à gronder violemment, et un énorme bloc de granit se souleva près d'elle, craquant sous la pression. Elle rouvrit les yeux, paniquée. « Concentre-toi, cesse de pleurer sur le chaos et ordonne-lui de s'arrêter. Choisis une seule pierre, une seule !» aboya Yasuo. Sa voix autoritaire eut un effet inattendu. Elle coupa court à la panique de Talia, la forçant à se focaliser. Elle fixa une pierre de taille moyenne qui flottait devant elle. Elle oublia tout le reste. Elle ne pensa qu'à cette pierre, lui ordonnant de descendre doucement, de se poser sans un bruit. Et la pierre obéit. Elle se posa au sol comme la légèreté d'une plume. Talia la regarda, le souffle coupé, puis releva les yeux vers Yasuo, un mélange d'estupéfaction et d'espoir naissant. Yasuo ne lui offrit aucun compliment, se contentant d'un léger hochement de tête. Il était venu ici pour chasser la responsable de ses malheurs, et le voilà, enchaîné par le fantôme de son propre passé à cette jeune fille perdue. En lui enseignant la discipline, il était forcé de revisiter ses propres échecs. Chaque conseil, un écho douloureux de paroles de maître Suma qu'il avait autrefois ignorées. Il était devenu le maître qu'il n'avait jamais su écouter, pour une élève qu'il n'avait jamais désiré avoir. Les jours se transformèrent en semaines. Contre toute attente, le canyon devint leur sanctuaire. La quête de vengeance de Yasuo fut mise en pause, remplacée par une routine inattendue. Chaque jour, il enseignait à Talia. Ses leçons étaient dures, sans fioritures, souvent brutales. Il ne la réconfortait jamais, ne la louait que par un rare grognement approbateur. Mais il était présent. Il lui apprit à ne pas craindre son pouvoir, mais à le respecter. Il lui montra comment écouter la chanson de la pierre, à sentir ses lignes de force avant de lui imposer sa volonté. Il la força à tisser de ponts délicats au-dessus des gouffres, à sculpter des escaliers complexes dans les falaises, puis à tout défaire et à tout recommencer. Il lui enseignait le contrôle, la discipline, des vertus qu'il avait lui-même apprises dans le sang et le regret. « Regarde !» s'exclama-t-elle un après-midi, rayonnante.
Elle se tenait au sommet d'un arc de pierre parfait qu'elle venait de créer, son équilibre aussi sûr que celui d'une chèvre des montagnes. Yasuo, assis en contrebas, leva les yeux de la flûte en bambou qu'il taillait. Il ne sourit pas, mais quelque chose dans son regard s'adoucit imperceptiblement. « C'est un début. Maintenant, fais-le en sens inverse. » Sans faire de bruit, répondit-il, avant de porter la flûte à ses lèvres et de jouer une mélodie simple et mélancolique. Le son s'éleva dans le canyon, un contrepoint triste à la joie de Thalia. Dans ces moments, Yasuo n'était pas le fratricide, le fugitif. Il était juste un maître. Et Thalia n'était pas un danger, elle était une élève. Un semblant de paix, fragile comme une toile d'araignée, s'était tissé autour d'eux, mais les toiles d'araignée ne résistent pas aux tempêtes. Un soir, alors qu'ils partageaient un maigre repas près du feu, un cri perça le silence de la nuit. Ce n'était pas le cri d'un animal, c'était un cri de guerre. Yasuo fut sur ses pieds en une fraction de seconde. Sa main sur son katana, son corps entier une lame tendue. Thalia se figea, la peur qu'elle avait apprise à contrôler la saisissant à nouveau. Des soldats ioniens, une milice locale, apparurent sur le crête du canyon, leurs torches peignant des ombres dansantes sur la roche. Ils avaient été attirés par les rumeurs d'une puissante sorcière des pierres. Mais c'est l'homme à ses côtés qu'ils reconnurent. Le chapeau de paille était tombé, révélant le visage le plus recherché d'Ionia. « C'est lui, Yasuo, l'assassin !» « Et il a pris une otage !» hurla le chef du groupe, son doigt pointé vers eux. Thalia regarda Yasuo, la confusion et la peur se lisant sur son visage. « Yasuo ? C'est ton nom ?» murmura-t-elle. Yasuo ne la regarda pas. Son regard était fixé sur les soldats qui commençaient à descendre. Il n'y avait plus de place pour le maître. Il n'y avait que le fugitif. Pour la protéger, il devait redevenir le monstre que le monde voyait en lui. « Reste derrière moi, Thalia. Et quoi que tu vois, ne bouge pas, ordonna-t-il en dégainant sa lame. Le vent se leva instantanément autour de lui. Non plus une brise mélancolique, mais un tourbillon furieux et glacial. Le sanctuaire venait de voler en éclats. La paix éphémère était terminée. La descente des miliciens dans le canyon fut tout sauf prudente. Enhardis par leur nombre et la conviction de faire face à un meurtrier, ils se précipitèrent en désordre, leurs lames brandies. Yasuo ne bougea pas. Il resta devant Thalia, un roc contre lequel la vague de haine allait se briser. Le premier soldat l'atteignit, sa lame s'abattant dans un cri de vengeance. Yasuo ne fit qu'un pas de côté, un mouvement d'une fluidité surnaturelle. Sa propre lame s'élança, non pas le tranchant, mais le plat, frappant le soldat au torse et l'envoyant rouler dans la poussière, le souffle coupé. Il était une tempête contrôlée. Un tourbillon de parades, d'esquives et de coups non létaux. Il se déplaçait au milieu d'eux, sa longue chevelure dansant dans le vent qu'il générait. Chaque mouvement était précis, économique, conçu pour neutraliser sans tuer. C'était la technique de Yone, la discipline de l'arbre, utilisée avec la vitesse du vent. Thalia, pétrifiée derrière lui, assistait à la scène, bouche bée. Ce n'était pas un combat, c'était une leçon terrible et violente. Elle comprenait maintenant la vraie nature de son maître. Cet homme n'était pas un assassin brutal. Il était un artiste de la mort qui choisissait délibérément de ne pas l'infliger. En quelques instants, la milice fut vaincue. Des hommes gisaient sur le sol, gémissant, désarmés, mais vivants. Yasuo se tenait au milieu d'eux, sa poitrine se soulevant au rythme de sa respiration, sa lame pointée vers le sol. Le silence retomba, lourd et pesant. Il se tourna lentement vers Thalia. Son visage n'exprimait aucune fierté, seulement une immense lassitude. « Tu ne les as pas... Ils t'appellent un assassin, mais tu ne les as pas tués » murmura-t-elle. Yasuo rengaina son katana avec un bruit sec, qui résonna dans le canyon comme un point final. « Tuer est facile, c'est vivre avec qui est difficile. Ils me chasseront toujours, et tant que tu seras avec moi, ils te chasseront aussi, » dit-il, sa voix vide de toute émotion. Il se dirigea vers le petit feu de camp et commença à rassembler ses maigres affaires dans un baluchon. Thalia s'approcha de lui, le cœur serré. « Non, ne dis pas ça. Je peux t'aider, on peut fuir ensemble. Je suis plus forte maintenant, grâce à toi, » plaida-t-elle. Yasuo s'arrêta et pour la première fois, il la regarda vraiment dans les yeux. Il y avait une lueur de fierté dans son regard, mais elle fut rapidement éteinte par la dureté de la réalité. C'est précisément parce que tu es plus forte que tu dois partir.
Ton chemin ne consiste pas à fuir à mes côtés. Il consiste à retourner chez toi, à Shurima. Tu n'es pas une arme de destruction. Ce chemin-là, il fit un geste vague vers l'horizon, c'est le tien. Le mien est une route sans fin, balayée par un vent qui ne pardonne pas. Il jeta son sac sur l'épaule et sans un autre mot, sans un regard en arrière, il commença à marcher, s'éloignant d'elle, s'éloignant du seul semblant de paix qu'il ait connu depuis la mort de son frère. Talia l'appela, mais son nom fut emporté par le vent. Elle était seule, plus forte, mais plus seule que jamais. Le maître réticent venait de donner sa dernière leçon. Parfois, la plus grande protection que l'on puisse offrir est l'abandon. Le départ de Talia laissa un vide que Yasuo s'empressa de remplir avec le seul carburant qui lui restait, la traque. Libéré de son rôle de mentor, il redevint le chasseur. La piste, autrefois froide, le mena vers une province agricole d'Ionia, une terre qui pansait ses plaies loin des grands axes. Les rumeurs parlaient d'une étrangère, une femme forte et silencieuse qui travaillait comme ouvrière dans une ferme isolée, cachant son visage sous un large capuchon et ses mains sous des gants épais. Un jour, au crépuscule, Yasuo la trouva. Elle était dans un champ, réparant une clôture brisée. Près d'elle, posé contre un arbre, se trouvait un long paquet enveloppé dans des bandes de tissu. Sa lame brisée. Il s'approcha, ses pas étouffés par l'herbe. Elle se redressa, sentant sa présence, et se retourna. C'était elle. Ses cheveux blancs coupés courts, ses yeux portant le poids de fantômes qu'il ne connaissait que trop bien. « Je t'ai cherché longtemps », dit Yasuo. Ce n'était pas une question, mais une conclusion. Riven le dévisagea et la reconnaissance se mêla à une résignation lasse sur son visage. Elle avait espéré que ce jour n'arriverait jamais, mais elle s'y était toujours préparée. « Je sais », fut sa seule réponse. Yasuo fit un pas de plus. Ce jour-là, au monastère, une technique du vent a tué un vieil homme. Une technique que je suis le seul à connaître. Pourtant, ce n'était pas moi. Continua-t-il. Riven baissa les yeux, incapable de soutenir son regard accusateur. Le silence fut sa confession. C'était tout ce dont Yasuo avait besoin. Il dégaina lentement sa lame. Je ne demanderai pas pardon. Je ne le mérite pas. Mais je ne mourrai pas sans me défendre, dit-elle en se dirigeant vers son paquet. Elle défit les lanières, révélant l'énorme lame brisée, son métal noir absorbant la lumière du couchant. Le duel qui s'ensuivit fut étrange. La technique de Yasuo était celle du vent lui-même, fluide, gracieuse, mortelle. Celle de Riven était une perversion. Des éclats de vent brutaux, des ondes de choc explosifs qui jaillissaient de sa lame à chaque parade. C'était puissant, mais sans grâce, sans contrôle. C'était la force brute contre la maîtrise absolue. Finalement, acculée, Riven mit toute sa force dans un dernier coup. Elle projeta sa lame en avant et une vague d'énergie verte, une déflagration de vent pur, fonça sur Yasuo. C'était elle, c'était la signature, la vague qui avait tué son maître. Mais Yasuo n'était plus le jeune homme arrogant, il était le maître du vent. D'un simple moulinet de sa lame, il créa un mur de vent qui dissipa l'attaque sans effort. Il s'avança, et avant qu'elle ne puisse réagir, il la désarma, la pointe de son katana reposant contre sa gorge. Le combat était terminé. C'était un accident, sanglota-t-elle s'effondrant à genoux. Mon épée, elle a été enchantée. Quand elle s'est brisée, elle a libéré cette horreur. Elle a tué tout le monde. Mes hommes. Et lui. Je ne savais même pas qui il était. Je l'ai vu tomber. Et j'ai fui. Horrifié par ce que j'avais fait. Par ce que Noxus avait fait de moi. Yasuo resta immobile, sa lame toujours pointée vers elle. Il l'écoutait. Et la soif de vengeance qui l'avait consumé pendant des années s'évapora, laissant un vide glacial. Il avait la vérité. La voilà. Une déserteuse brisée, noyée dans ses propres regrets. La tuer ne changerait rien. Cela ne ramènerait pas Maître Suma. Cela n'effacerait pas le sang de Yone de ses mains. Lentement, il abaissa sa lame. Il regarda une dernière fois cette femme, son ennemie, son miroir, puis se détourna.
Il rengaina son sabre et se mit à marcher, la laissant seule avec ses larmes et ses fantômes. La vérité était enfin sienne, mais elle ne lui offrait aucune paix, aucune rédemption, juste le silence. Il marcha. Le crépuscule céda la place à la nuit, et la nuit au jour blafard. Il ne se retourna pas. Il n'y avait rien derrière lui, sinon des tombes et des regrets. La vérité était une clé qu'il avait cherchée frénétiquement pendant des années pour découvrir qu'elle n'ouvrait aucune porte. Elle ne faisait que l'enfermer définitivement dans la prison de ses propres actes. Innocent du meurtre de son maître, coupable du meurtre de son frère, l'un ne pouvait effacer l'autre. La balance de la justice, dans son âme, resterait à jamais déséquilibrée. Le nom de Yasuo ne pourrait jamais être lavé. Qui le laverait? Une déserteuse noxienne en fuite? Lui, un homme qui avait taillé son chemin à travers ses anciens frères d'armes? Le monde l'avait jugé et condamné, et même la vérité ne pouvait plus faire appel de cette sentence. Mais le jugement du monde n'était plus qu'un écho lointain, sans importance. Le seul juge qui comptait encore était le fantôme de Yone, dont le dernier regard d'amour et de pardon était une torture plus exquise que n'importe quelle lame. Il arriva sur une crête qui surplombait une vallée sans nom. Le vent se leva, fort et puissant, faisant onduler l'herbe haute comme une mer verte. Autrefois, ce vent aurait été une arme entre ses mains. Puis, il était devenu le murmure incessant de son échec, la voix de sa culpabilité. Maintenant, il n'était plus rien de tout cela. Il était juste le vent, froid, impersonnel, indifférent. Il ne portait ni accusation, ni pardon. Il était sa seule constante, son unique compagnon dans une existence d'impermanence. Il sortit la flûte en bambou de sa ceinture, l'instrument qu'il avait taillé sous le regard curieux de Thalia. Il la porta à ses lèvres et joua. Une mélodie s'éleva, non pas pour quelqu'un, mais pour personne. Une complainte pour un maître, un requiem pour un frère, une berceuse pour une élève perdue. C'était le son de la solitude, le chant d'un homme qui avait tout perdu, y compris l'espoir de se retrouver un jour. Il joua jusqu'à ce que ses poumons brûlent, déversant dans ces quelques notes tout ce que les mots ne pourraient jamais exprimer. Quand la dernière note s'éteignit, emportée par le courant, il resta un instant immobile, la flûte à la main. Puis il la rangea et reprit sa marche. La route s'étendait devant lui, une cicatrice brune sur le paysage vert d'Ionia. Elle ne menait nulle part, ou plutôt, elle menait partout. Il était l'homme impitoyable, non pas parce qu'il manquait de pitié pour les autres, mais parce qu'il n'en aurait jamais pour lui-même. Condamné par ses propres actes, innocenté par un mort. Il était destiné à suivre le vent, sa seule justice, sur une route sans destination, avec pour seul compagnon le murmure d'une lame qui ne répondrait jamais plus à une question.